Et ce que je voulais souligner, qui est fondamental, parce que bon, on parlait justement des barrages, c'était un des points, c'est qu'en fait, toute cette stratégie-là a signé, alors bien sûr, il y a le traité européen donc avec l'article 106, hein, qui impose aux États de privatiser les monopoles d'État, c'est-à-dire les services publics. Mais par rapport à ça, donc, il y a aussi toute cette logique-là de transition énergétique qui remet en cause le monopole, c'est-à-dire notre service public qui régulait et répartissait justement l'électricité pour tous les citoyens et en qualité. EDF a été mis en place à la sortie de la Seconde Guerre mondiale de façon à permettre à chaque Français, qu'il habite au fin fond du Vercors ou à Paris, d'avoir la même qualité et à disposition de façon à ce que chacun puisse satisfaire ses besoins et vivre dans la dignité. Et c'était un des principes, et EDF est le prototype même d'un service public qui a réussi. Vous avez un documentaire alors c'est en 3 volets, j'avais parlé déjà sur la SNCF je crois, donc là c'est sur EDF, qui explique comment ils ont créé une concurrence artificielle en bradant des biens publics, enfin toutes les lois qui ont été mises en place pour ça. Pour mettre à mal en fait l'EDF. Et il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte et que j'ai essayé de lister là, qui en fait sont en train de détruire EDF. Alors les Linky, on a bien vu qu'en effet ça décentralise tout ça et que ça se fait automatiquement. Mais voilà, alors notamment vous avez sur vos factures EDF, donc une ligne qui s'appelle CSPE, donc c'est les contributions au service public de l'électricité. Alors qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est vous qui payez de l'argent qui va être redonné aux investisseurs de l'énergie renouvelable, donc ceux qui ont investi dans le solaire, etc. Si le prix du kilowattheure vendu, parce qu'il y a une bourse, il y a une bourse d'achat et de vente d'électricité qui s'est mise en place, si le prix d'achat est inférieur. Donc si par exemple vous avez acheté des panneaux solaires mais que vous ne fournissez pas beaucoup parce qu'il n'y a pas eu de soleil, EDF, vous vendez donc ce que vous avez, mais EDF vous le rachète toujours au même prix. Voilà. Et donc tout ça est financé, alors c'est des sommes colossales, ils disent 5 milliards donc, qui a été versé à ces investisseurs privés du renouvelable donc en 2015, et au total ça ferait à peu près 70 milliards, en sachant que c'est à fond perdu, quoi, c'est pas vraiment un investissement. C'est reversé au privé. Mais c'est EDF qui collecte. Et vous avez en effet une augmentation de facture de plus de 37% depuis 10 ans. Qui s'est fait. Alors, c'est pas la seule chose, c'est pas la seule chose qui a fait, mais bon, voilà. Vous avez aussi eu, alors je sais pas si ça vous a été concerné, moi j'ai été concernée par des factures rétroactives. EDF a envoyé j'ai reçu une lettre en disant, voilà, sur la période donc d'il y a 2 ans, vous avez consommé autant, mais comme on ne vous a pas assez facturé, vous nous devez autant. Alors, je me suis dit, tiens, alors ça c'est la meilleure. C'est comme si on achète une voiture et puis finalement, après, Renault, Peugeot, vous fait une lettre. Ah non, vous ne l'avez pas vendu assez cher, vous nous devez 5 000 €. Je me suis dit, mais comment c'est possible? J'ai cru que c'était une arnaque. Et en fait, non, je me suis renseignée, c'était bien au Conseil d'État. Il y a 28 millions de foyers qui ont été touchés par ces... et on ne pouvait strictement rien faire, parce qu'il a été fait une loi qui autorisait de faire ça. Et
un privé, c'est vrai qu'il n'aurait jamais pu faire, parce qu'il n'aurait pas pu faire la loi, hein, l'État, voilà. Donc, évidemment, les gens pas contents d'EDF. Qu'est-ce que c'est cette histoire, et de l'État non plus, de me faire payer maintenant des choses. Ben, les dessous des cartes, c'est tout simplement que vous avez le lobby de l'énergie au niveau européen qui s'appelle ANODE, du développement des économies vertes justement, qui en fait, ne pouvant pas s'aligner sur les tarifs d'EDF, estimait que c'était le tarif réglementé était donc une entorse à la concurrence, à la libre concurrence de l'Union européenne, et ils ont donc attaqué au Conseil d'État, et le Conseil d'État a admis, et donc ils ont obligé EDF par décret à faire ces factures rétroactives. Mais ça n'a pas été qu'une fois. Quand Madame Royal était aussi là, elle a refait d'autres factures rétroactives. Cette fois-ci, j'en ai pas eu, parce que moi, je suis dans une régie. Mais voilà. Et donc, il y a eu... Alors, ça c'est apparemment, ils ont étalé pour que ça se voit moins. Enfin, voilà. Mais bon. Donc en gros, vous avez la concurrence qui ne peut pas s'aligner parce que EDF non seulement fait de la qualité, qu'on n'a jamais de coupure, mais en plus ils sont des meilleurs marchés, voilà, et que les autres ne peuvent pas s'aligner. Parce qu'il faut savoir que Poweo et tout ça, c'est quoi? Ben, c'est des courtiers, ils achètent l'électricité puis ils la revendent et ils prennent la com entre les deux, c'est la seule chose qu'ils font, voilà. Et Linky, ça sert à ça. Linky, ça sert à faciliter le changement d'opérateur, de façon à ce que, ah ben voilà, je peux aller chez Intel et POF et Poweo, donc, et qu'ils puissent en effet faire leur business. Sinon... Ces ventes d'électricité, ça se fait à la minute, hein. C'est extrêmement rapide. Ouais. Avec, il y a la bourse, d'électricité qui est très... à la minute, ça change sans arrêt. Oui, c'est clair. Il y a aussi EDF qui a été sommé donc, par l'Union européenne de rembourser 1,37 milliard d'euros dans les années 90 de mémoire, l'État avait fait un dégrèvement d'impôts de façon à faire la maintenance du parc électrique, donc elle les avait dégrevés d'impôts. Et donc l'Union européenne a dit que ça faussait la concurrence et que l'État n'avait pas à recapitaliser comme ça, même avec des déductions d'impôts. Et du coup, il a sommé EDF de rembourser ces milliards. C'était en 2014. Je ne sais pas s'ils ont remboursé. Bon. Autre chose, l'État a fait racheter, donc alors non seulement il privatise, hein, le réseau technique de l'électricité, RTE, là, ou Enedis, qui est chargé justement de la mise en place des compteurs intelligents et autres, donc tout ça, donc non seulement il y a eu des parts d'EDF qui a été coupée en morceaux et donc qui a été privatisée dans une logique de court terme, mais en plus, donc, ils les ont... quand Areva a eu des problèmes, donc le nucléaire, hein, la filière nucléaire a eu des problèmes, notamment avec les EPR, à Flamanville, qui traînent toujours, et puis aussi en Finlande, apparemment, il y en a un aussi qui se boucle pas bien, et puis même au niveau Angleterre, il y a des problèmes de délai. Hein. Bref, Areva, qui était endetté, hop, eh ben, l'État français qui est actionnaire a fait que EDF a dû racheter Areva. Si ce n'est qu'Areva, c'était Framatome, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Framatome, à l'époque, c'était le service public, c'était à l'État. Et ça a été forcé. Ah oui, aussi, bien sûr. Ils ont privatisé de force. Donc en fait, ça a été privatisé. En fait, on a été pris à notre propre jeu. La logique étant de privatiser tout ça, tous nos biens publics ont été pillés, enfin bradés par rapport à ça. Vous avez d'ailleurs une fiche Wikipédia qui s'appelle « Les privatisations en France » et vous avez la liste de tous les biens publics qui ont été vendus, par quel gouvernement et à quel prix.
C'est assez impressionnant. Hein. Mais déjà dans le documentaire dont j'ai parlé, le service public en danger sur EDF, le volet de 3, déjà ils expliquent comment ils ont vendu la lyonnaise des eaux, enfin, etc. etc. Enfin, voilà. Donc, mise à mort d'EDF, donc de notre service public qui assure l'égalité de tous et la qualité de service, tout ça, et qui était qui est vraiment le prototype réussi, comme ils le disent, où il n'y a vraiment aucune... D'ailleurs, tout le monde, les Français sont très attachés à leur opérateur. Hein. Ils galèrent quand même la concurrence parce que c'est vrai que quand même on n'a jamais eu de soucis quand on sait que en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, il y a des blackouts parce que voilà, c'est géré par le privé. Enfin, en France, il y en a depuis les années 70, il n'y a jamais eu de soucis. Voilà. Et c'est intéressant. Il y a eu quelques tempêtes quand même. Oui, des tempêtes, oui. Oui, c'est rien. Oui, ah ben, ça c'est... Par rapport à la durée. On en reparlera. Voilà, donc ensuite, sur le volet électricité, c'était quelque chose d'important. Il y a donc aussi, dont j'ai parlé la dernière fois, donc le livre de Guillaume Pitron qui est sorti récemment sur la guerre des métaux rares. Et qui explique aussi, pour construire, pour faire toute cette énergie-là numérique, alors nos iPhones, smartphones, nos ordinateurs, et aussi tout ce qui est éolien, photovoltaïque, voitures électriques, tout ce qui est cette technologie-là, en fait, donc qui correspond à la transition énergétique et la transition numérique et écologique. Et bien en fait c'est des énormes consommateurs de métaux rares. Donc l'autre fois on m'a demandé le scandium, l'yttrium, le thallium, qui sont je ne les ai pas tous, il y en a 17 en tout, et qui servent pour toute cette technologie là. Or, il faut savoir que pour extraire ces métaux-là, c'est extrêmement compliqué, qu'il faut donc des produits, c'est beaucoup plus polluant en fait que l'extraction de pétrole ou de gaz, parce qu'en fait pour l'extraction il faut des produits qui permettent, qui sont envoyés ensuite dans les nappes phréatiques et qui génèrent notamment en Chine, puisque ces terres rares, c'est la Chine qui a quasiment le monopole actuellement sur ces terres rares, c'est là qu'il y avait le plus de réserves. Et il y a un village qu'on appelle le village du cancer, qui est justement à côté de la plus grande zone d'extraction de ça, parce que toutes les émissions et les pollutions que génère cette extraction est dramatique pour les populations. Ensuite, l'ADEME aussi montre que un véhicule électrique, finalement, ça consomme autant d'énergie qu'un véhicule diesel. Donc avec tout ce qu'on a parlé, avec le réel coût de tout ça. Il y a même le PDG de Peugeot qui s'inquiète énormément de la stratégie de la France de les obliger à aller vers l'électrique, parce qu'il dit notamment, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces batteries électriques qu'on ne peut pas recycler, qui sont ingérables après? Ça va faire un scandale encore dans quelques années, parce qu'on ne va pas savoir quoi faire de ces batteries-là. Voilà. Et puis, et ça c'est l'aspect beaucoup plus géopolitique dont j'ai déjà un petit peu abordé, c'est que en effet l'extraction de ces matériaux-là qui permettent de faire de l'énergie, sont liés à des réserves de certains. Donc pour les terres rares c'est pas mal la Chine, mais récemment on s'est aperçu que la Corée du Nord avait
quasiment autant que tout ce qui était prévu au niveau mondial. Donc évidemment, ça attise tout ça, les convoitises de ceux qui veulent développer l'économie transition écologique et numérique. Ils serraient les mains, là, dernièrement. Comment? C'est ça qu'il y en a qui vont serrer maintenant les mains à la main. Voilà, c'est ça. Et j'ai vu qu'en effet, M. Trump avait fait une réunion, je ne sais pas ce que ça a donné, pour se réconcilier avec, en effet, les Chinois et les Coréens du Nord. Oui, tout à fait. Et derrière, alors on nous fait croire souvent que c'est pour des raisons humanitaires, de dictature affreuse, mais en réalité, derrière, il y a souvent ça.